Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La cité phocéenne apparaît aujourd'hui comme l'un des symboles les plus importants liés au trafic de drogue. L'État semble mener une guerre asymétrique contre le narco-banditisme. Il part de la corruption à basse intensité qui est partout. J'ai l'impression que c'est comme un SOS. Et c'est l'État qui se trouve en situation de vulnérabilité face à des trafiquants qui disposent, eux, d'une force de frappe considérable. L'important et peut-être l'urgence aujourd'hui en France, c'est d'empêcher que d'autres Marseille se développent. Et donc la ville est en train de devenir une narcoville. Des magistrats qui ont été auditionnés au Sénat réclament un plan Marshall contre les trafics de stupéfiants. 50 assassinats en bande organisée depuis l'année dernière. C'est 50% de plus qu'en 2022 et 100% de plus qu'en 2021. Oui, et parlons vrai, est-ce que Marseille est devenue la Medellín française? Est-ce que les mesures mises en place, comme la hausse du nombre de magistrats et de policiers, sont suffisantes? Et en regardant plus loin, avec l'état de droit actuel, est-il impossible de mettre fin au règne des trafiquants de drogue? Et à cette question, peut-on sauver Marseille du trafic de stupéfiants? Vous dites non à 63% sur Twitter. Venez réagir, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on va en parler avec Christophe Madrol qui est avec nous, conseiller régional Sud-PACA. Merci d'être avec nous Christophe Madrol. Jackie Bordage, Philippe Bilger nous dit: si l'on veut sauver Marseille, il faudra faire couler le sang et provoquer des destructions. Je sais que beaucoup aiment Jackie Bordage, mais sur ce plan-là, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est à moi de parler, bien là, sûr, ma chère oui, Cécile. Ah, Christophe a déjà... Ah bon, oui. Comment ai-je pu oublier ce qu'il vient de dire? Non, plus sérieusement, Medellín de coq, vous avez raison, mais en réalité... très rapidement, on aura beau augmenter le nombre de magistrats, le nombre de policiers, on aura beau régler le problème de l'administration pénitentiaire, la corruption qui y règne, eh bien on ne parviendra pas à faire de Marseille autre chose qu'il est, et dans l'ensemble de la France, entendons-nous, où le trafic de drogue notamment pourrit profondément les ressorts de la vie en société. Ça n'est pas ça qui est fondamental. On ne parviendra pas à éradiquer ce qui choque. Il faut radicalement changer l'état de droit. Peut-être uniquement pour ce fléau-là, moi je serais partisan d'y réfléchir plus globalement. Tant qu'on n'aura pas changé l'état de droit, on n'a rigoureusement aucune chance de vaincre ce fléau marseillais et national. D'abord, on fait le tour. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous, Philippe. Le trafic de stupéfiants, de toute façon, c'est une véritable économie pour non seulement des Marseillais, mais ça leur permet de vivre, ça permet de vivre à des centaines de familles, à des milliers de gens. Oui, c'est une économie parallèle quand même. Oui, non, mais justement, c'est ça le vrai problème, le grand problème à mon avis. Et je pense qu'il y a un problème. On parle de projets, de cours spécialisés, etc., ou de renforcement des moyens de police. Mais il y a quand même aussi un problème, à mon avis, dans ce problème de trafic de stupéfiants, c'est le rôle, malheureusement, des mineurs. Parce que les mineurs sont vraiment mis en avant dans ce trafic. Les chefs de réseau, les truands, etc., les guides, se servent énormément des mineurs pour leur trafic, on le sait, sans compter des nourrices, et ses mères ou ses grands-mères. Oui. Et il se trouve que le système judiciaire et le système pénal, malheureusement, n'est pas du tout adapté pour punir, j'aime pas ce mot, mais pour au moins remettre dans le droit chemin ces mineurs. C'est là le vrai problème. Quand un mineur, finalement, qui est impliqué dans ces trafics, parce qu'il a un rôle quand même important dans ces trafics, il n'est pas vraiment impliqué. Or, il faut pas spécialement être un mineur 3 ou 4 ans en prison. Hein, mais en France, on sait pas vraiment... réprimer, sévir sur ces mineurs qui, à mon avis, sont un grand problème dans ce trafic de stupéfiants. Sur l'excuse de minorité, par exemple. Oui. Voilà. Oui. Entre autres. Sadoun. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe Bilger. J'ai aucun problème à recourir à la force, voire à la violence. Je pense que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va lutter contre ces gens-là avec des outils juridiques conventionnels et surtout dans l'état de notre justice actuelle, de la politisation d'une partie de la magistrature. Je sais que Philippe sera pas forcément d'accord avec moi, mais je le pense profondément. Et aussi compte tenu du manque de moyens matériels qu'on a, et notamment des constructions de places de prison. Donc, et moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Philippe, mais déjà, recourons, j'ai envie de dire, aux outils conventionnels que sont l'ouverture de places de prison ou la restriction de l'immigration, parce qu'on sait que ce trafic se nourrit énormément de l'immigration et qu'il y a une corrélation entre les villes qui connaissent un fort trafic de drogue et les villes qui accueillent beaucoup d'immigration, d'où aussi l'extension sur le territoire de plus en plus de ces trafics-là. On l'a vu avec des villes comme Cavaillon ou Villerupt, dont on a parfois appris l'existence avec des règlements de compte ou des fusillades. Donc j'ai envie de dire, déjà, fini le laxisme judiciaire,
fini le laxisme migratoire et ensuite on pourra éventuellement voir pour recourir à une violence qui sortirait entre guillemets de l'état de droit. Est-ce qu'avec notre état de droit actuel, qui est quand même très bisounours, on va le dire, entre la CEDH, etc., on peut s'en sortir de cette... Est-ce qu'on peut gagner la guerre contre les trafiquants ? Bon, j'entends ce qui est dit ici et je connais bien le sujet. J'ai été travailleur social pendant 18 ans dans les quartiers nord de Marseille. Et j'ai vu les minots dont on parle aujourd'hui, au fur et à mesure, monter dans l'échelle de la délinquance. Le gamin qui, au départ, était au bas de l'escalier, a zoné à tenir le mur. Vous vous rappelez l'expression du rapport de Gilbert Bonnemaison à l'époque, aujourd'hui, et le dealer. Moi, je tiens à saluer quand même nos effectifs de police. Je tiens à saluer le plan de Gérald Darmanin sur Marseille, parce qu'il y a eu des résultats. Je tiens à saluer également l'ensemble des actions qui sont faites par les préfets de police, l'ancienne préfète et le nouveau préfet qui arrive aujourd'hui, pour pouvoir travailler au plus près du terrain. Sur la question, Philippe, que tu poses, ce que vous posez, pardon, c'est vrai que je suis plus expert, je suis pas vrai voir maintenant, je suis plutôt expert. Vous avez raison sur le fait qu'aujourd'hui, notre État n'a pas les moyens de répondre à l'agressivité et au financement qu'il peut y avoir de la drogue, puisque la plupart des barons de la drogue ne sont pas à la Castellane, à la Paternelle ou sur le Vieux-Port en train de siroter un pastis, sont à Dubaï ou au Qatar en train de piloter, assis sur des masses d'argent, ces gamins qui aujourd'hui font les nourrices, ils sont exploités, c'est un esclavage moderne. Et regardez l'article que Cécile et Philippe nommaient tout à l'heure sur les magistrats qui parlent ce rapport, ils parlent de ces gamins, la police a trouvé des vidéos de gamins qui sont torturés parce qu'ils ne veulent pas aller vendre ou qu'ils ne veulent pas, ce sont vraiment un esclavagisme dans les quartiers. Ce rapport aussi, c'est aussi le travail des avocats. Moi, dans ce rapport que j'ai eu l'occasion de lire, c'est qu'il y a certains avocats, et je sais pas, Philippe, tu pourrais nous dire, sont payés en liquide et ne vont pas traiter la question du fond, mais vont traiter la question de la forme pour faire libérer leurs clients sur des faits de forme. Même si on sait que c'est un type qui vend de la cocaïne, qui vend de la drogue, parce qu'il n'y a pas que le problème du hashish et de l'herbe, c'est le problème de la cocaïne aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des avocats, Philippe, qui interviennent et qui agissent sur la forme et non pas sur le fond. Et évidemment, il peut y avoir dans les interpellations des vices de forme. Donc oui, j'appelle Philippe à une justice d'exception aujourd'hui par rapport à la lutte contre la drogue. On n'y arrivera pas s'il n'y a pas une justice d'exception par rapport aux questions de drogue. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Mickaël Sadoun, sur le fait de l'immigration et en l'occurrence des migrants qui aujourd'hui n'ont pas de travail, qui sont eux aussi instrumentalisés et eux aussi exploités dans les trafics de drogue. Oui, Cécile, mais moi, je rajoute. Ce discours-là était valable, et je connais bien le sujet, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on parlait des quartiers nord de Marseille. Avant de venir, j'ai parlé à notre ami Rudy Mana et Marc Lamola. C'est le patron d'Alliance et Marc Lamola, policier. Pour savoir où on a été avec sa femme, Laure Garcia, qui est agent sur le terrain. Ils me disent que la question des quartiers nord, il y a 5 ans, oui, mais aujourd'hui, c'est le centre-ville de Marseille et les quartiers sud. Les 7 dernières interpellations, je ne sais pas si on peut le dire sur ce de radio, mais c'est le parlons vrai, 7 dernières interpellations dans les 48 heures ont été faites dans les quartiers sud de Marseille. Donc on n'est plus dans une question des quartiers nord, c'est la question de toute la ville. Pas exclusivement, mais le procureur de la République de Marseille, en audition devant l'Assemblée nationale récemment en commission, a quand même rappelé l'utilisation notamment des mineurs isolés qui sont recrutés maintenant partout sur le territoire. Il y a une gestion des ressources humaines qui se fait de ville en ville et qui est très impressionnante et qui est d'autant plus efficace que malheureusement, parfois, ces enfants, ces mineurs n'ont pas d'existence juridique. Donc c'est d'autant plus facile pour eux de les utiliser. Bien sûr. Évidemment que l'immigration a une part à prendre là-dedans, mais je ne les pointe pas du doigt en disant que c'est des mauvais diables. Je dis simplement que leur existence, leur inexistence juridique quelque part sert précisément cette raison. Et attendez, et pour ajouter quelque chose à ce que disait Mickaël, il y avait aussi, rappelez-vous, dans une cité, c'était les Nigérians qui étaient la nouvelle mafia nigériane qui était arrivée pour chasser une ancienne mafia. Alors, les mineurs ont de l'importance, mais ça n'est pas le ressort fondamental qui fait que la drogue est devenue un fléau. Oui, certes, vous en avez parlé, mais ça ne suffit pas pour en faire le sujet principal. A commencé à aller dans mon sens. Oui. Parce que vous dites qu'au départ, ce sont des mineurs. Ce sont des mineurs, au départ, qui deviennent ensuite des délinquants un petit peu plus affirmés. Allez, on laisse finir donc, les mineurs sont un élément du problème, mais les 4 magistrats qui ont fait ces témoignages ont révélé
un processus totalement délétère de tiers-mondisation, de mexicanisation au sein des prisons. Ça, c'est même beaucoup plus grave que ce qui se passe dans les cités. Et si on change pas radicalement l'outil dont on use quotidiennement, avec peut-être moins de défaitisme. C'est-à-dire, comment peut-on gagner une guerre en étant persuadé qu'on l'a déjà perdu? Le ratio, pour être très clair pour nos auditeurs, 1 euro investi par la police, 1000 euros investis par les mafias de la drogue pour contrer l'effet de la police. Le ratio, c'est de 1 à 1000. En discutant avec la police sur le terrain, ils disent, mais pourquoi on ne confisque pas ces fameuses voitures qui font l'Espagne, la France? Pourquoi on ne confisque pas ces scooters? Pourquoi, à un moment donné, on ne nous donne pas les moyens financiers? Rappelez-vous Bac Nord. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment de Bac Nord. Effectivement, il y a eu, la police est allée un peu loin, mais on sait très bien que l'administration supérieure était au courant de ce qu'on fait effectivement pour pouvoir avoir les moyens de lutter par rapport à la question de la drogue. Mais encore une fois, on a fait les gentils, on a fait les bénis oui-oui, on a regardé ailleurs, on a fait la politique de l'autruche, et on n'a pas regardé que le fléau commençait à prendre. Moi, je suis Marseillais, je vous l'ai dit sur cette antenne, j'ai des filles de 17 et 19 ans, de 20 ans aujourd'hui, je n'ose même plus les laisser partir en boîte de nuit. Vous voyez, Cécile et Philippe connaissent l'histoire, on en a parlé souvent sur ce plateau-là. La situation aujourd'hui gangrène toute la vie marseillaise. Et ce n'est pas simplement une question de justice, une question de vivre libre dans une ville que nous aimons, Marseille. Bien sûr. Oui, Philippe Bilger. À propos de Bac Nord, ça a été très mal interprété, le film. Il est admirable parce qu'il montre comment, pour reconquérir les cités, il faut avoir un autre état de droit que celui des Absolument. Allez, 0826 300 300, Sabine voulait réagir. Bonsoir. Rebonsoir, Sabine. Rebonsoir, messieurs. Rebonsoir, madame. On vous écoute. Réagir, alors Marseille, oui, Marseille, j'ai une amie à Marseille, c'est lamentable, mais vous savez, il y a pas que l'argent qui circule et les petits qui ont 7-8 ans qui font les guetteurs comme mon frère le faisait à Montpellier à la Paillade. Il y a aussi des magasins qui ouvrent, des barbershops ou d'autres magasins où on sait très bien qu'il y a de l'argent sale qui passe et que c'est ouvert uniquement pour ça et on ne fait strictement rien non plus. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et c'est pas forcément en mettant 10 policiers de plus à droite et 10 policiers de plus à gauche qu'on va s'en sortir, et certainement pas d'ailleurs. Elle a pas tort, Sabine. Je vais pas raconter mon cas personnel, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, mais pourquoi on ferme pas ces commerces qui vendent de la drogue, qui font du recel? Pourquoi il n'y a pas de fermeture administrative? Pourquoi c'est une vraie question. Mais pourquoi on n'arrête pas les voitures immatriculées à Monaco ou immatriculées en Espagne, qui sont des gros calibres de voitures, pas les calibres chargés, mais les grosses calibres, où on sait très bien que personne ne peut se payer cela à Marseille, donc avoir un suivi de ça. Pourquoi on ne ferme pas les fameux barbershops? Pourquoi on ne ferme pas certaines épiceries clandestines? Moi, je ne suis pas interrogé le préfet de police. Souvent, on se pose la question de savoir par où on commence et où on finit. Pour répondre à notre auditrice, la police, pour nous qui sommes Marseillais, c'est important, ça nous sécurise, madame. Vous avez raison de dire que ce n'est pas suffisant. Moi, je souhaite qu'il y ait plus de policiers, je souhaite qu'il y ait plus d'éducateurs dans les rues, je souhaite qu'on donne plus de moyens à la politique de la ville. Tout ça, vous avez raison, mais aussi, donnez-nous les moyens, que l'État nous donne les moyens de pouvoir avoir une politique structurée sur le terrain pour pouvoir assurer tout le monde. Mais dans ces cas-là, il faudrait sortir de la CEDH. Non mais je suis d'accord là-dessus, Philippe. Quand je dis qu'il faut une loi, il y a des choses à faire avant. Non. Si vous voulez changer la loi, il faut sortir de la CEDH. Non, parce que Cécile, aujourd'hui, quand je dis avec force, et vous savez que je suis pas, je suis un modéré, vu mon parcours politique. Quand je vous dis aujourd'hui que je demande une politique d'exception pour la question de la drogue à Marseille, c'est que je vois tous les jours ce qui se passe sur le terrain. Je vois tous les jours les dérives liées au problème de la drogue. Et si on n'intervient pas pour soutenir les magistrats, pour soutenir la police, on va dans le mur. Mais il faut quoi? Il faut du courage pour faire ça. Mais ce que fait Gérald Darmanin va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin encore. Il faut aller plus loin. Je suis pas le dernier à critiquer Darmanin ou Macron. Mais c'est quoi une justice d'exception? C'est quoi? À un moment donné, c'est que les magistrats, on parle de place de police,
places de prison. Ouais. On sait très bien qu'aujourd'hui, un jeune qui est arrêté n'ira pas en prison parce que une fois sur 3, un avocat, je vous l'ai dit, va trouver un vice de forme et le vice de forme va empêcher le jeune d'aller en prison ou va être ressorti de prison et on va le retrouver sur un lieu de drogue. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Il faut changer la procédure pénale. Et, enfin, voilà, il faut. Alors, je souhaite du plaisir à Christophe parce qu'on a l'air de découvrir le rôle de l'avocat, mais l'avocat, il est fait pour ça, précisément. Et alors, il y a des avocats honnêtes, hein, entendons-nous. Je ne voudrais pas mais je ne voudrais pas laisser croire. Pardon, Philippe, un avocat qui se fait payer en liquide. Il défend son client, l'avocat. Justement, je dis les autres. Ah oui, d'accord. Mais c'est dans le rapport, c'est pas un client, c'est le rapport que vous avez tous lu. Absolument. Mais ils ont l'air, ces magistrats, de découvrir ce qu'on sait depuis longtemps. Mais ça va être, si on veut véritablement changer l'état de droit, il faudrait aussi que ce soit accepté au sommet de l'État. Mais c'est ça. Et on est loin de cette sévérité. Mais vous disiez, Gérald Darmanin, il fait tout ce qu'il peut, mais quand on voit les résultats, 50% d'assassinats en plus que l'année passée et 100% de l'année d'avant. On fait tout ce qu'on peut, mais les résultats sont pas là. Si, je peux vous donner les vrais chiffres. Il y a eu, sur les 170 lieux de vente de drogue, il y en a 74 qui ont été fermés, avec des centres de police. Je peux vous dire aujourd'hui que sur les questions il y a eu 2100 arrestations de jeunes qui avaient de la drogue sur lui. On était à 1000. Non, il y a un vrai ciblage des questions de drogue. Oui, mais quand on ferme, ils en ouvrent 10 à côté. C'est ça le problème. C'est un problème de moyens aussi. C'est pas un problème de volonté. Moi, je pense que le harcèlement perpétuel des dealers sur le terrain, avec la présence de bleus sur le terrain, comme on dit, ça a peut-être la vertu de rassurer la population sur place. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais ça ne traite absolument pas le problème à long terme. Je parle même pas des nouveaux moyens technologiques qui permettent maintenant aux dealers de livrer directement chez les gens par des applications de messagerie cryptée, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin de s'installer dans la rue, même si évidemment il y a un contrôle du territoire et qu'il faut lutter contre ça. Derrière Gérald Darmanin, il est peut-être une action volontaire, même si je trouve qu'elle est principalement cosmétique pour le moment, mais il fait quand même partie d'un gouvernement qui n'a pas une volonté de faire sur ces sujets-là. Éric Dupond-Moretti, désolé de dire qu'il n'a pas manifesté une volonté particulière sur ce sujet-là. Emmanuel Macron, en 2017, il promettait d'ouvrir 15 000 places de prison. Où sont-elles ? Où sont-elles ? On les attend encore. Donc on peut m'expliquer que Gérald Darmanin est volontaire, et je le crois, mais il fait quand même partie d'un gouvernement et d'une majorité qui ne l'est pas. Non mais là-dessus je partage en grande partie ce que vous dites. On avait abordé sur ce plateau-là la question internationale également. On sait d'où vient la drogue. Bien sûr. On va pas se raconter de ça entre nous. On sait très bien d'où elle vient. D'où vient la drogue. On sait très bien que la filière du Maroc vers l'Espagne remontée ici, on la connaît en parlant du résine de cannabis. Après la cocaïne, on sait que les pays de l'Est aussi, c'est des filières. Tout ça, on le connaît. Moi qui suis un petit élu marseillais, je sais d'où viennent les drogues. Je suis persuadé que nos services de police savent encore mieux que moi où trouver la drogue. On peut très bien, c'est ça. Donc vous avez raison de pointer ça, mais c'est une question aussi qu'on doit traiter au niveau du sommet de l'État. Et aujourd'hui, si j'ai accepté de venir témoigner sur ce plateau-là, même si j'étais un peu en retard, c'est pour dire à un moment donné, on est en alerte rouge à Marseille. Ça suffit. On a besoin aujourd'hui d'avoir une ville tranquille pour nos enfants. Merci beaucoup Christophe Madrol d'être passé nous voir, en tout cas conseiller régional Sud PACAB. Restez avec nous dans un instant. Sabine, vous allez devoir vous attaquer à un gros morceau, puisque vous êtes en face de Philippe Bilger, de René Chiche, des Michael Sadoun. Je peux vous assurer que ça va être coton. Et on va garder Christophe Madrol. Christophe est trop fort. Non, ça fait 4 contre vous. Mais ne vous inquiétez pas Sabine, je suis là. Donc on fait un petit point dans un instant. À tout de suite.